Donc le couple n'est pas non plus une institution naturelle, parce que dans la nature, qu'est-ce qu'on voit? De la polygamie, de l'échange de partenaires, des sociétés dans lesquelles, les femmes, une fois qu'elles ont donné naissance à leurs enfants, ce sont les oncles et les frères qui s'en occupent, et pas le père, et puis la femme elle est remise au pot commun sexuel jusqu'à la prochaine naissance. Donc finalement, si on regarde ce qui se fait dans la nature, on ne peut en tirer aucune norme et aucune vision finalement de ce que peut être un homme et de ce que peut être une femme. Donc il faut revenir sur ce qu'on appelle nature. Ce qu'on appelle nature, c'est le monde tel que je le vois. L'environnement, les fleurs, les petits oiseaux, les montagnes, le soleil qui se lève toujours au même endroit. Donc dans la nature, il y a des causes et des effets et des lois mécaniques. Seulement quand on applique le mot nature à l'espèce humaine, c'est là que ça se brouille un peu parce qu'il n'y a pas de mécanique, justement, dans l'espèce humaine. Pour vous donner un exemple, on voit ça par exemple dans le fait qu'il y ait des personnes qui aient besoin de changer de sexe. Vous voyez, le sexe biologique, il ne détermine pas une identité sexuelle, c'est pas mécanique. Il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise et pas du tout raccord avec leur sexe anatomique. Donc, dans la nature, on voit bien que pour ce qui est des hommes, cette belle mécanique qu'on voit dans l'environnement, elle n'est pas applicable telle quelle à la nature humaine. Donc vous voyez, quand on s'interroge sur ce qu'est la nature appliquée aux hommes, aux femmes et appliquée à des êtres qui sont des êtres libres, pas simplement régis par l'instinct, eh bien il faut s'interroger sur un autre sens du mot nature. Et en fait le mot nature, on l'utilise dans le langage courant, pas simplement pour parler de l'environnement, du monde qu'on voit et de tout ce qui se fait. On emploie le mot nature pour parler de ce qui définit une chose, de ce qui fait son essence. Vous voyez par exemple, moi je me souviens l'année dernière, j'avais une élève à qui j'ai remonté un peu vertement les bretelles parce qu'elle avait triché, et elle me dit, mais madame, elle n'était pas contente, elle me dit, mais madame, vous savez, vous me connaissez mal, hein, parce qu'en fait c'est pas ma nature. Et bien, pourtant elle l'avait fait, vous voyez, pourtant, moi ce que je constatais, vous voyez, dans le monde que je vois, ce que je constatais c'est qu'elle avait triché. Et elle sentait bien intérieurement qu'il y avait un décrochage entre finalement ce qu'elle avait fait et ce à quoi elle se sentait appelée et qui la définit profondément. Donc vous voyez, le mot nature, on l'utilise et on perçoit qu'il a un sens quand on se demande ce que sont les choses. Après, sur quoi on va tabler pour voir ce que sont les choses. D'une autre façon, l'année dernière, je préparais un peu tous ces sujets. Il y avait sur les emballages de soupe, des soupes Knorr, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait une petite étiquette qui était « Le goût, c'est notre nature ». Ben, en fait, c'est ce sens-là du mot nature, ce sens finalement philosophique du mot nature qui était donné. Ce que veut dire la soupe Knorr, c'est que nous, notre truc à nous, même si vous avez mangé des soupes infectes et qu'on en voit beaucoup, nous, notre truc et notre exigence et ce qui nous définit, c'est d'avoir du goût. Donc en fait, il y a un autre sens du mot nature qui nous oblige à nous poser cette question, appliquée à l'espèce humaine, c'est est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont observables, qui sont stables et qui sont intelligibles, auxquelles on peut trouver du sens ou donner du sens, parce que c'est justement le propre de l'intelligence humaine, que de lire ou de donner du sens. J'ajouterais une chose, c'est que, vous voyez, pour vous donner un exemple, vous donner un autre exemple, quand on dit que l'éducation, l'éducation c'est, on pourrait dire l'éducation c'est pas naturel comme truc. C'est pas naturel, c'est difficile, c'est pas spontané, s'occuper d'enfants qui veulent pas, c'est casse-pied, ils râlent. Donc on pourrait se dire qu'effectivement, peut-être que spontanément on n'a pas envie de s'y coller. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire finalement que éduquer c'est naturel, c'est conforme aux exigences du cœur humain que d'être éduqué, que d'être construit,
ça correspond à ce pourquoi il est fait. Donc s'interroger sur la nature d'une chose, c'est se demander avec son intelligence, est-ce que je peux dire ce pourquoi il est fait. Et j'ajoute que la difficulté pour justement le comportement humain, c'est qu'on peut très bien, nous, en tant qu'hommes, savoir ce pourquoi on est fait, et cependant ne pas voir mécaniquement quelles sont les démarches, les moyens, les comportements et les actes qui correspondent à ce pourquoi on est fait. Et c'est pourquoi on voit des cultures si différentes. Et c'est pourquoi il y a des façons d'être si différentes, c'est pourquoi il y a des comportements si différents qui nous font dire, du coup, a posteriori, bah, il n'y a pas de nature humaine, on ne peut pas tirer de normes de ce qui se fait parce qu'il se fait de tout et de n'importe quoi. Vous voyez, donc, avoir dans son cœur une exigence, se sentir appelé à quelque chose, se sentir engagé vers une finalité, ça ne nous détermine pas sur cette finalité. Et c'est pour ça que l'identité sexuelle homme ou femme, elle n'est pas si lisible que ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que voir ce que être un homme ou être une femme nous appelle à être, c'est pas si lisible que ça. Vous voyez, il y en a un indice qu'on voit dans les réactions de nos jeunes, par exemple, quand on leur dit voilà, ça je le fais pour ton bien. Alors, spécialement un truc casse-pied. Voilà, tu vas rentrer, je vais venir te chercher à 11 h à la soirée d'anniversaire de tes potes, et puis en plus c'est moi qui viendrai, et puis ça sera pas à 11 h 15, ça sera à 11 h. Et si je le fais, c'est pour ton bien. Celui à qui vous dites ça, il est goguenard. Et d'une certaine manière, il a raison de l'être. Il a raison d'être goguenard. Vous voyez, c'est pas parce que je vois, c'est pas parce que je veux le bien de quelqu'un que je vois mécaniquement ce qu'il faut pour l'établir. Et c'est pour ça qu'on a ce brouillage, vous voyez, sur ce qui relèverait de la nature et ce qui relèverait de la construction. Alors, donc il y a un moment où il faut se dire, qu'est-ce que je peux observer de l'homme et de la femme comme caractéristiques qui sont constantes, et qu'est-ce que je peux voir d'intelligible dans ce que j'observe. Vous savez, pour savoir finalement ce qu'est quelqu'un ou ce qu'est une réalité, il y a deux voies. Il y a ce que je peux observer, et puis je vais dire ce que je vais observer, donc je vais dire ce que je vois, et puis il y a une deuxième possibilité, sur ce que je ne vois pas, je vais l'interroger. Donc, pour savoir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, on a ces deux démarches, ces deux pistes. Ce que j'observe et dont je vais pouvoir parler, ce que je vois et sur lequel je vais chercher une intelligence. Et puis il y a des choses sur l'identité sexuelle masculine ou féminine, ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, qu'on ne voit pas. Dans ces cas-là, on va interroger un homme et une femme sur ce que sont les désirs, ce que sont ces désirs profonds, ce que sont les aspirations de son cœur. Alors, sur ce qu'on peut observer de l'homme et de la femme, il y a des caractéristiques qui sont des caractéristiques anatomiques, c'est-à-dire qu'il y a un corps masculin et qu'il y a un corps féminin, et que ce corps masculin et féminin sont des corps qui sont les corps masculins et féminins sont des corps qui sont sexués, qui ont des caractéristiques sexuelles qui les différencient. Alors, il y a une première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de tendance actuelle à prendre les différences masculines et féminines comme des différences finalement accidentelles. Accidentelles, alors j'emploie le mot accident au sens philosophique du mot accident. Un accident, c'est ce qui arrive à un sujet sans le modifier, on va dire, substantiellement. Alors par exemple, nous, ce qui nous différencie entre nous, c'est, il y en a certains ici qui sont blonds, qui sont bruns, d'autres, je crois, qui ont les pieds plats, qui chaussent du 42, qui ont de grandes jambes. Voilà, ça, ce sont des différences que je qualifierais accidentelles. Or, le fait d'être un homme ou être une femme, c'est pas un simple accident corporel qu'on peut mettre sur le même plan que d'avoir des pieds plats ou les cheveux courts, longs, bruns ou roux. Pourquoi on ne peut pas le mettre sur le même plan? On ne peut pas le mettre sur le même plan parce que le fait d'être sexué, donc d'avoir des organes génitaux masculins ou féminins, ça
engage absolument toute la personne. Et que ce qui se joue au niveau de ce lieu du corps, ça engage tout ce qu'on est au plus profondément de notre être. Alors il y a juste un indice, un signe en fait qu'on peut donner, qui est un signe un peu à contrario et qui n'est pas celui qui fait le plus plaisir, c'est celui des atteintes à l'intégrité sexuelle. Vous voyez, quand j'ai accordé beaucoup d'intérêt moi aux explications de Clémentine Autain, qui est une élue parisienne, l'année dernière, qui a préfacé un livre de femmes qui témoignent, qui ont été victimes de viol et qui témoignent. Et ce qu'elle dit dans sa préface, de manière très forte, c'est qu'il s'agit d'une atteinte, qu'on atteint profondément à l'intégrité de la personne. Vous voyez, dans une atteinte sexuelle, c'est pas on m'a marché sur les pieds, je me suis retourné un ongle, c'est déplaisant, et puis et c'est parce que vous pouvez répondre à quelqu'un qui vous livre ce qui lui est arrivé. Et ce que disent ces femmes, c'est on m'a détruite, hein, j'étais comme morte, ou j'étais comme une chose, ou comme un objet. Donc ce qu'on voit, c'est que dans la sexualité elle-même, c'est la personne qui s'exprime, et on a affaire à une dimension entière, enfin une dimension de la personne tout entière. Alors, qu'est-ce qui est exprimé de la personne dans ce marquage sexuel qui est un marquage anatomique visible? Il y a deux choses qui sont exprimées. Une première, c'est que les signes sexuels sont des signes qui ne se comprennent qu'en relation au sexe opposé. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'est une femme et le fait d'être une femme qu'en regardant ce qui se passe dans un corps masculin. On comprend la spécificité du fonctionnement d'une femme que si en regard, on s'intéresse aussi à la spécificité du corps masculin et par conséquent de la personne masculine, de la personne d'un homme, de ce qu'il est dans son humanité. Un signe, c'est que dans le vocabulaire, on le voit, par exemple, si dans l'humanité, par exemple, il n'y avait que des femmes, le mot femme n'existerait pas, on parlerait juste des êtres humains. Donc les mots homme et femme, ils n'ont d'existence et de sens que parce que cette relation existe. Alors ça veut dire quelque chose, vous voyez, quand même, de